Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire sur D8. Je suis ravie, enchantée même de poursuivre ce soir la lecture d'un roman de George Sand, un roman qui s'intitule Mauprat. Alors George Sand, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est effectivement un pseudonyme. George Sand, c'était une femme et elle est née en 1804 sous le nom d'Amantine Aurore Lucille Dupin. Voilà, elle avait 3 noms extrêmement féminins, mais elle a choisi un peu plus tard de s'appeler George. Pourquoi? Parce que George Sand, elle prend la défense des femmes et elle prône la passion, elle va fustiger le mariage et elle va vraiment essayer de faire bouger les conventions sociales et la place qu'occupent les femmes dans la société. C'est une des premières féministes. Et George Sand, elle fait d'ailleurs scandale parce qu'elle a une vie amoureuse complètement agitée, parce qu'elle va s'habiller même comme les hommes. C'est une des premières femmes à se vêtir de pantalons. Elle lance même la mode et nombreuses vont être celles qui vont lui emboîter le pas, notamment pour le pseudonyme masculin. Voilà, alors son œuvre à George Sand, elle est extrêmement abondante. Elle a écrit beaucoup de pièces de théâtre, elle a écrit des contes, des nouvelles. On peut citer La Mare au diable, La Petite Fadette qu'on a lu ici dans Voyage au bout de la nuit. Et son premier roman, c'est Indiana, qui sort en 1832 et qui bouscule, comme je vous le disais, les conventions sociales et qui va magnifier la révolte des femmes. Et puis, George Sand, ensuite, elle va s'ouvrir à la question sociale et puis elle va vouloir défendre aussi les ouvriers et la cause des pauvres. Et puis, elle va imaginer une société sans classe et sans conflit, notamment avec Mauprat, qu'on est en train de lire ici dans Voyage au bout de la nuit. Donc, comme je vous le disais, Mauprat, si vous avez manqué le début des lectures, je vous conseille vivement de les regarder grâce au replay. Pour cela, vous allez sur le site internet Replay Voyage au bout de la nuit et vous cliquez sur Mauprat partie 1. Voilà, c'est une autre lectrice qui a commencé le bouquin. Moi, je me charge de le continuer et je pense que quelqu'un d'autre derrière moi se chargera de le finir. Donc Mauprat, c'est un roman historique qui se passe dans le Berry. Le Berry, c'est une région que George Sand connaît bien puisqu'elle y a grandi et qu'elle a vécu. Donc c'est un cadre qu'elle affectionne particulièrement et c'est un roman qui a été publié en 1837. Alors, l'histoire, elle est assez simple finalement. C'est une famille, donc la famille des Mauprat, qui est divisée en 2 branches. On a la branche des Coupe-Jarret, qui va être une branche de famille qui va faire tout un tas d'actes de brigandage, de vagabondage, avec des mœurs pas forcément très catholiques. Et puis, il va y avoir l'autre branche, dite des Casse-Têtes, qui va s'attacher à faire preuve de bonté et de vertu. C'est-à-dire tout l'inverse, et il va se passer quelque chose, c'est que le hasard va faire que le cousin de la branche des Coupe-Jarret, Bernard, va rencontrer Edmé de la branche des Casse-Têtes, et Bernard, qui est notre narrateur, qui est un jeune homme de 17 ans, un petit peu bourru, assez rustre, va tomber fou amoureux de cette jeune fille qu'il rencontre pour la première fois et qui est sa cousine. Et ce qui se passe, c'est que le père de Edmé va proposer d'adopter Bernard, puisqu'il vient de lui sauver la vie. Il lui doit au moins ça. Il lui dit écoutez, je vous adopte mon grand, mais vous allez quand même travailler et je vais parfaire votre éducation, parce que là, vous êtes un petit peu mal dégrossi, et on va essayer de vous élever et de faire de vous quelqu'un de bien éduqué et de noble. Et on va voir si ça réussit. Et pendant tout ce temps, Bernard n'a qu'une seule obsession, c'est de passer du temps avec Edmé, d'être son amie, d'être auprès d'elle, parce que Edmé, elle est engagée. Vous imaginez bien qu'une jeune fille comme ça n'est pas toute seule. Elle est engagée avec le chevalier, auprès du chevalier de la Marche, qui est un jeune homme assez doué pour cueillir des violettes, mais pas franchement pour défendre la belle. Et on va reprendre la lecture là où je me suis arrêtée tout à l'heure, c'est-à-dire au début du chapitre 10. Voilà, on est vraiment au tout début du chapitre 10. On est à peu près encore au début du roman, comme vous le voyez. Et je reprends la lecture là où je me suis arrêtée. Je vous rappelle juste que si vous avez des questions, si vous aviez des envies particulières, que vous pouvez, grâce au hashtag VB
VBN, nous parler et engager un dialogue avec la team de Voyage au bout de la nuit, puisque cette émission est la vôtre et que c'est grâce à vous qu'elle existe encore aujourd'hui. Ça fait des années que Voyage au bout de la nuit est présent sur vos écrans. Eh bien, on va faire en sorte que ça continue. Donc, parlez-en, partagez les lectures, parlez de nous, allez voir les réseaux sociaux et puis on fera en sorte de tenir compte de vos suggestions. Si vous avez des bouquins, par exemple, que vous avez envie qu'on lise ou qu'on découvre, ou si vous êtes auteur et que vous avez envie de nous faire parvenir des livres, eh bien tout ça, c'est possible grâce au hashtag VBN. Voilà, merci d'avoir suivi le début de cette émission et je vous propose de partir en voyage dans la région du Berry avec Georges Sand. Allez, très bonne lecture à vous. Edmé, privé de sa mère dès le berceau et abandonné à ses jeunes inspirations par un père plein de confiance, de bonté et d'incurie, s'était formé à peu près seul. L'abbé Aubert, qui lui avait fait faire sa première communion, n'avait point proscrit de ses lectures les philosophes qu'il avait séduits lui-même. Ce qu'elle disait de son sybaritisme n'était d'ailleurs qu'une figure. Élevée au chant, elle était forte, active, courageuse, enjouée. Elle joignait à toutes les grâces de la beauté délicate toute l'énergie de la santé physique et morale. C'était une fière et intrépide jeune fille, autant qu'une douce et affable châtelaine. Je l'ai trouvée souvent bien haute et bien dédaigneuse. Patience et les pauvres de la contrée l'ont toujours trouvée humble et débonnaire. Edmé chérissait les poètes, presque autant que les philosophes spiritualistes. Elle se promenait toujours, un livre à la main. Un jour qu'elle avait pris le Tasse, elle rencontra Patience, et selon sa coutume, il s'enquit avec curiosité et de l'auteur et du sujet. Il fallut qu'Edmé lui fît comprendre les croisades. Ce ne fut pas le plus difficile. Grâce au récit de l'abbé et à sa prodigieuse mémoire des faits, Patience connaissait passablement le canevas de l'histoire universelle. Mais ce qu'il eut de la peine à saisir, ce fut le rapport et la différence de la poésie épique à l'histoire. D'abord, il était indigné des fictions des poètes et prétendait qu'on n'eût jamais dû souffrir de telles impostures. Puis quand il eut compris que la poésie épique, loin d'induire les générations en erreur, donnait, avec de plus grandes proportions, une éternelle durée à la gloire des faits héroïques, il demanda pourquoi tous les faits importants n'avaient pas été chantés par les bardes, et pourquoi l'histoire de l'humanité n'avait pas trouvé une forme populaire qui pût, sans le secours des lettres, se graver dans toutes les mémoires. Il pria Edmé de lui expliquer une strophe de la Jérusalem. Il y prit goût, et elle lui en lut un chant en français. Quelques jours plus tard, elle lui en fit connaître un second, et bientôt Patience connut tout le poème. Il se réjouit d'apprendre que ce récit héroïque était populaire en Italie et essaya, en résumant ses souvenirs, de leur donner en prose grossière une forme abrégée, mais il n'avait nullement la mémoire des mots. Agité par ces vives impressions, 1000 images grandioses passaient devant ses yeux. Il les exprimait avec des improvisations où son génie triomphait de la barbarie, de son langage, mais il lui était impossible de ressaisir ce qu'il avait dit. Il eût fallu qu'on pût l'écrire sous sa dictée, ou encore cela n'eût servi de rien, car au cas où il eût réussi à le lire, sa mémoire, n'étant exercée qu'au raisonnement, n'avait jamais pu conserver un fragment quelconque précisé par la parole. Il citait pourtant beaucoup, et son langage était parfois biblique, mais au-delà de certaines expressions qu'il affectionnait, et d'un nombre de courtes sentences qu'il trouvait encore moyen de s'approprier, il n'avait rien retenu des pages qu'il s'était fait souvent relire et qu'il écoutait toujours avec la même émotion que la première fois. C'était un véritable plaisir que de voir l'effet des beautés poétiques sur cette puissante organisation. Peu à peu, l'abbé, Edmé et moi-même par la suite, nous vînmes à bout de lui faire connaître Homère et Dante. Il était si frappé des événements qu'il pouvait faire l'analyse de la Divine Comédie d'un bout à l'autre, sans oublier ni transposer la moindre partie du voyage, des rencontres et des émotions du poète. Là se bornait sa puissance. Quand il essayait de ressaisir quelques-unes des expressions qui l'avaient charmé à l'audition, il arrivait à une abondance de métaphores et d'images qui tenaient du délire,
Cette initiation de Patience à la poésie marqua dans sa vie une époque de transformation. Elle lui donna en rêve l'action qui manquait à son existence réelle. Il contempla dans son miroir magique des combats gigantesques, vit des héros hauts de 10 coudées. Il comprit l'amour qu'il n'avait jamais connu. Il combattit, il aima, il vainquit, il éclaira les peuples, pacifia le monde, redressa les torts du genre humain et bâtit des temples au grand esprit de l'univers. Il vit dans la sphère étoilée tous les dieux de l'Olympe, père de la primitive humanité. Il lut dans les constellations l'histoire de l'âge d'or et celle des âges d'airain. Il entendit dans le vent d'hiver les chants de Morven et salua dans les nuées orageuses les spectres de Fingal et de Comala. Avant de connaître les poètes, disait-il dans ces dernières années, j'étais comme un homme à qui manquerait un sens. Je voyais bien que ce sens était nécessaire, puisque tant de choses en sollicitaient l'exercice. Je me promenais seule la nuit avec inquiétude, me demandant pourquoi je ne pouvais dormir, pourquoi j'avais tant de plaisir à regarder les étoiles que je ne pouvais m'arracher à cette contemplation, pourquoi mon cœur battait tout d'un coup de joie en voyant certaines couleurs, ou s'attristait jusqu'aux larmes à l'audition de certains sons. Je m'en effrayais quelquefois jusqu'à imaginer, en comparant mon agitation continuelle à l'insouciance des autres hommes de ma classe, que j'étais fou. Mais je m'en consolais bientôt en me disant que ma folie m'était douce, et j'eusse mieux aimé n'être plus que d'en guérir. À présent, il me suffit de savoir que ces choses ont été trouvées belles de tout temps par tous les hommes intelligents, pour comprendre ce qu'elles sont et en quoi elles sont utiles à l'homme. Je me réjouis dans la pensée qu'il n'y a pas une fleur, pas une nuance, pas un souffle d'air qui n'ait fixé l'attention et ému le cœur d'autres hommes jusqu'à recevoir un nom consacré chez tous les peuples. Depuis que je sais qu'il est permis à l'homme, sans dégrader sa raison, de peupler l'univers et de l'expliquer avec ses rêves, je vis tout entier dans la contemplation de l'univers. Et quand la vue des misères et des forfaits de la société brise mon cœur et soulève ma raison, je me rejette dans mes rêves. Je me dis que puisque tous les hommes se sont entendus pour aimer l'œuvre divine, ils s'entendront aussi un jour pour s'aimer les uns les autres. Je m'imagine que de père en fils, les éducations vont en se perfectionnant. Peut-être suis-je le premier ignorant qui ait deviné ce dont il n'avait aucune idée. Peut-être aussi que bien d'autres avant moi se sont inquiétés de ce qui se passait en eux-mêmes et sont morts sans en trouver le premier mot. Pauvres gens que nous sommes, ajoutait Patience. On ne nous défend ni l'excès du travail physique, ni celui du vin, ni aucune des débauches qui peuvent séduire notre intelligence. Il y a des gens qui payent cher le travail des bras, afin que les pauvres, pour satisfaire les besoins de leur famille, travaillent au-delà de leurs forces. Il y a des cabarets et d'autres lieux plus dangereux encore, où le gouvernement prélève, dit-on, ses bénéfices. Il y a aussi des prêtres qui montent en chair pour nous dire ce que nous devons au Seigneur de notre village, et jamais ce que notre Seigneur nous doit. Il n'y a pas d'école où l'on nous enseigne nos droits, où l'on nous apprenne à distinguer nos vrais et honnêtes besoins, des besoins honteux et funestes, où l'on nous dise enfin à quoi nous pouvons et devons penser quand nous avons sué tout le jour au profit d'autrui, et quand nous sommes assis le soir au seuil de nos cabanes à regarder les étoiles rouges sortir de l'horizon. Ainsi raisonnait Patience, et croyez bien qu'en traduisant sa parole, dans notre langue méthodique, je lui ôte toute sa grâce, toute sa verve et toute son énergie. Mais qui pourrait redire l'expression textuelle de Patience ? Son langage n'appartenait qu'à lui seul. C'était un composé de vocabulaire borné mais vigoureux, des paysans et des métaphores les plus hardis des poètes, dont il enhardissait encore le tour poétique. À cet idiome mélangé, son esprit synthétique donnait l'ordre et la logique. Une incroyable abondance naturelle suppléait à la concision de l'expression propre. Il fallait savoir quelle lutte téméraire sa volonté et sa conviction livraient à l'impuissance de ses formules. Tout autre que lui n'eût pu s'en tirer avec honneur, et je vous assure que, pour qui songeait à quelque chose de plus sérieux qu'à rire de ses solécismes et de ses hardiesses, il y avait dans cet homme matière aux plus importantes observations sur les développements de l'esprit humain et à la plus tendre admiration pour la beauté morale et primitive. À l'époque où je compris entièrement Patience, j'avais un lien sympathique avec lui dans ma destinée exceptionnelle. Comme lui, j'avais été inculte,
Comme lui, j'avais cherché au dehors l'explication de mon être, comme on cherche le mot d'une énigme. Grâce aux circonstances fortuites de la naissance et de la richesse, j'étais arrivée à un développement complet, tandis que Patience se débattit jusqu'à la mort dans les ténèbres d'une ignorance dont il ne voulait ni ne pouvait sortir, mais ce ne fut pour moi qu'un sujet de plus en plus pour reconnaître la supériorité de cette organisation puissante. Mais à l'époque, dont j'ai à poursuivre le récit, Patience n'était à mes yeux qu'un personnage grotesque, objet d'amusement pour Edmé et de compassion charitable pour l'abbé Aubert. Lorsqu'il me parlait de lui d'un ton sérieux, je ne le comprenais plus. Je m'imaginais qu'il prenait ce sujet comme une sorte de texte parabolique pour me démontrer les avantages de l'éducation, la nécessité de s'y prendre de bonne heure et les regrets utiles des vieilles années. J'allais rôder cependant dans les taillis dont sa nouvelle demeure était entourée, parce que j'avais vu Edmé s'y rendre à travers le parc et que j'espérais obtenir par surprise un tête-à-tête avec elle au retour. Mais elle était toujours accompagnée de l'abbé, quelquefois même son père, et si elle restait seule avec le vieux paysan, il l'estorquait ensuite jusqu'au château. Souvent caché dans les touffes d'un if monstrueux, qui étendait ses nombreux rejets et ses branches pendantes à quelques pas de cette chaumière, je vis Edmé, assise au seuil, un livre à la main, tandis que Patience l'écoutait, les bras croisés, la tête courbée sur la poitrine et brisée en apparence par l'effort de l'attention. Je m'imaginais alors qu'Edmé essayait de lui apprendre à lire, et je la trouvais folle de s'obstiner à une éducation impossible. Mais elle était belle, au reflet du couchant, sous le pampre jaunissant de la chaumière, et je la contemplais en me disant qu'elle m'appartenait, en me jurant à moi-même de ne jamais céder à la force ni à la persuasion qui voudrait m'y faire renoncer. Depuis quelques jours, ma souffrance était excitée au dernier point. Je ne trouvais d'autre moyen de m'y soustraire qu'en buvant beaucoup à souper, afin d'être à peu près abrutie à cette heure, si douloureuse et si blessante pour moi, où elle quittait le salon après avoir embrassé son père, donné sa main à baiser de monsieur de la Marche, et dit en passant devant moi « Bonsoir, Bernard », d'un ton qui semblait dire « Aujourd'hui finit comme hier, et demain finira comme aujourd'hui ». C'est en vain que j'allais m'asseoir dans le fauteuil le plus voisin de la porte, de manière à ce qu'elle ne pût sortir que sans son vêtement effleurât le mien. Je n'en obtenais jamais autre chose, et je n'avançai pas ma main pour solliciter la sienne, car elle ne me l'eût pas accordée d'un air négligent, et je crois que je l'eusse brisée dans ma colère. Grâce aux larges libations de souper, je parvenais à m'enivrer silencieusement et tristement. Je m'enfonçai ensuite dans mon fauteuil de prédilection et j'y restai sombre et assoupie jusqu'à ce que les fumées du vin étant dissipées, j'allasse promener dans le parc mes rêves insensés et mes projets sinistres. On ne semblait pas s'apercevoir de cette grossière habitude. Il y avait pour moi dans la famille tant d'indulgence et de bonté qu'on craignait de me faire la plus légitime observation. Mais on avait très bien remarqué ma honteuse passion pour le vin et le curé en avisa Edmé. Un soir à souper, elle me regarda fixement à plusieurs reprises avec une expression étrange. Je la regardai à mon tour, espérant qu'elle me provoquerait. Mais nous en fûmes quittes pour un échange de regards malveillants. En sortant de table, elle me dit tout bas, très vite, et d'un ton impérieux « Corrigez-vous de boire et apprenez tout ce que l'abbé vous enseignera. » Cet ordre et ce ton d'autorité, loin de me donner de l'espérance, me parurent si révoltants que toute ma timidité se dissipa en un instant. J'attendis l'heure où elle montait à sa chambre et je sortis d'un peu avant elle pour aller l'attendre sur l'escalier. « Mais croyez-vous, lui dis-je, que je sois dupe de vos mensonges et que je ne m'aperçoive pas très bien depuis un mois que je suis ici sans que vous m'adressiez la parole, que vous m'avez berné comme un sot ? Vous m'avez menti et aujourd'hui vous me méprisez parce que j'ai eu l'honnêteté de croire à votre parole ? » ?»« Bernard, me dit-elle d'un ton froid, ce n'est pas ici le lieu et l'heure de nous expliquer. »« Oh, je sais bien, repris-je, que ce ne sera jamais le lieu ni l'heure selon vous. Mais je saurai les trouver, n'en doutez pas. Vous avez dit que vous m'aimiez. Vous m'avez jeté les bras au cou et vous m'avez dit en m'embrassant, ici, je sens encore vos lèvres sur ma joue. Sauve-moi, et je jure par l'Évangile, par l'honneur, par le souvenir de ma mère et de la tienne, que je t'appartiendrai. Je sais bien que vous avez dit tout cela parce que vous aviez peur de ma force. Et ici, je sais bien que vous me fuyez parce que vous avez peur de mon droit. Mais vous n'y gagnerez rien. Je jure
que vous ne vous jouerez pas longtemps de moi. Je ne vous appartiendrai jamais, répondit-elle, avec une froideur de plus en plus glaciale, si vous ne changez pas de langage, de manière et de sentiment. Tel que vous êtes, je ne vous crains pas. Je pouvais, lorsque vous me paraissiez bon et généreux, vous céder moitié par peur et moitié par sympathie. Mais du moment que je ne vous aime plus, je ne vous crains pas davantage. Corrigez-vous, instruisez-vous, et nous verrons. Fort bien, lui dis-je, voilà une promesse que j'entends. J'agirai en conséquence, et ne pouvant être heureux, je serai vengé. Vengez-vous tant qu'il vous plaira. Cela fera que je vous mépriserai. Elle tira, en parlant ainsi, un papier de son sein et le brûla tranquillement à la flamme de sa bougie. « Qu'est-ce que vous faites là ?» lui dis-je. « Je brûle une lettre que je vous avais écrite. Je voulais vous faire entendre raison, mais c'est bien inutile. On ne s'explique pas avec les brutes. »« Vous allez me donner cette lettre !» m'écriai-je en me jetant sur elle pour lui arracher le papier enflammé. Mais elle le retira brusquement et, l'éteignant dans sa main avec intrépidité, elle jeta le flambeau à mes pieds et s'échappa dans les ténèbres. Je la poursuivis en vain. Elle gagna la porte de son appartement avant moi et la poussa sur elle. J'entendis tirer les verrous et la voix de mademoiselle Leblanc qui demandait à sa jeune maîtresse la cause de sa frayeur. « Ce n'est rien, répondit la voix tremblante d'Edmé. C'est une espièglerie. » Je descendis au jardin et j'arpentai les allées d'un pas effréné. À cette fureur succéda la plus profonde tristesse. Edmé, fière et audacieuse, me paraissait plus belle et plus désirable que jamais. Elle est de la nature de tous les désirs de s'irriter et de s'alimenter à la résistance. Je sentis que je l'avais offensée, qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne m'aimerait peut-être jamais. Et sans prononcer à la criminelle résolution de la posséder par la force, je cédai à la douleur que me causait sa haine. J'allais m'appuyer au hasard contre un mur sombre et, cachant ma tête dans mes mains, j'exhalais des sanglots désespérés. Ma robuste poitrine se brisait et mes larmes ne la soulageaient pas à mon gré. J'aurais voulu rugir et je mordais mon mouchoir pour ne pas céder à cette tentation. Le bruit sinistre de mes cris étouffés éveilla l'attention d'une personne qui priait dans la chapelle, de l'autre côté du mur où je m'étais adossée à tout hasard. Une fenêtre en ogive, garnie de ces meneaux de pierre surmontés d'un trèfle, était située immédiatement à la hauteur de ma tête. « Qui est donc là ?» demanda une figure pâle qu'éclairait le rayon oblique de la lune à son lever. En reconnaissant Edmé, je voulus m'éloigner, mais elle passa son beau bras entre les meneaux et me saisit par le collet de mon habit en me disant « Pourquoi donc pleurez-vous, Bernard ?» Je cédai à cette douce violence, moitié honteux d'avoir laissé surprendre le secret de ma faiblesse, moitié ravi de voir qu'Edmé n'y était pas insensible. « Quel chagrin avez-vous donc? Qui peut vous arracher de tels sanglots ? Vous me méprisez, vous me haïssez, et vous demandez pourquoi je souffre, pourquoi je suis en colère. C'est donc de colère que vous pleurez? C'est de colère et d'autres choses encore. Mais quoi encore? J'en sais rien. Peut-être de chagrin, comme vous avez dit. Le fait est que je souffre, ma poitrine se brise. Il faut que je vous quitte, Edmé, et que j'aille vivre au milieu des bois. Je ne puis pas rester ici. Pourquoi souffrez-vous tant? Expliquez-vous, Bernard. Voici l'occasion de nous expliquer. Oui, avec un mur entre nous. Je conçois que vous n'ayez pas peur de moi ici. Et pourtant, je ne vous témoigne que de l'intérêt, il me semble. Et n'ai-je pas été aussi affectueuse il y a 1 heure, lorsqu'il n'y avait pas un mur entre nous? Je crois que vous n'êtes pas craintive, Edmé, parce que vous avez toujours la ressource d'éviter les gens ou de les attraper avec de belles paroles. Ah, on m'avait bien dit que toutes les femmes sont menteuses et qu'il n'en faut aimer aucune. Qu'est-ce qui vous dit cela, votre oncle Jean ou votre oncle Gaucher ou votre grand-père Tristan? Raillez-moi tant que vous voudrez. Ce n'est pas ma faute si j'ai été élevée par eux. Mais ils pouvaient dire parfois quelque chose de vrai. Bernard, voulez-vous que je vous dise pourquoi ils croyaient les femmes menteuses? Dites. C'est qu'ils employaient la violence et la tyrannie avec des êtres plus faibles qu'eux. Toutes les fois qu'on se fait craindre, on risque d'être trompé. Lorsque dans votre enfance, Jean vous frappait, n'avez-vous jamais évité ces brutales corrections en déguisant vos petites fautes? C'est vrai, c'est ma seule ressource. La ruse est donc, sinon le droit, du moins la ressource des opprimés. Ne le sentez-vous pas? Je sens que je vous aime et qu'il n'y a pas là de motif pour que vous me trompiez. Aussi, qui vous dit que je vous trompe? Vous m'avez trompé. Vous m'avez dit que vous m'aimiez.
Vous ne m'aimiez pas. Mais je vous aimais parce que je vous voyais, partagé entre de détestables principes et un cœur généreux, penché vers la justice et l'honnêteté. Et je vous aime parce que je vous vois triompher des mauvais principes et que vos méchantes inspirations sont suivies des larmes d'un bon cœur. Voilà ce que je puis dire devant Dieu et la main sur la conscience, aux heures où je vous vois tel que vous êtes. Il y a d'autres moments où vous me semblez si au-dessous de vous-même que je ne vous reconnais plus et que je ne crois pas vous aimer. Il ne tient qu'à vous, Bernard, que je ne doute jamais ni de vous ni de moi. Et comment faut-il faire pour cela? Vous corriger de vos mauvaises habitudes, ouvrir l'oreille aux bons conseils, le cœur aux préceptes de la morale. Vous êtes un sauvage, Bernard, et soyez bien sûr que ce n'est ni avec votre gaucherie à faire un salut, ni votre ignorance à tourner un compliment qui me choque en vous. Au contraire, ce serait à mes yeux un charme très grand s'il y avait de grandes idées et de nobles sentiments sous cette rudesse. Mais vos sentiments et vos idées sont comme vos manières, et c'est là ce que je ne puis souffrir. Je sais que ce n'est pas votre faute, et si je vous voyais décidé à vous corriger, je vous aimerais autant à cause de vos défauts qu'à cause de vos qualités. La compassion entraîne l'affection, mais je n'aime pas le mal. Je ne peux pas l'aimer. Et si vous le cultivez en vous-même, au lieu de l'extirper, je ne peux que vous aimer. Comprenez-vous cela? Non. Mais comment non? Non, vous dis-je. Je ne sens pas qu'il y ait du mal en moi. Si vous n'êtes pas choqué du peu de grâce de mes jambes, et du peu de blancheur de mes mains, et du peu d'élégance de mes paroles, je ne sais plus ce que vous haïssez en moi. J'ai entendu de mauvais préceptes dès mon enfance, mais je ne les ai pas acceptés. Je n'ai jamais cru qu'il fût permis de commettre de mauvaises actions, ou du moins, je n'ai jamais trouvé cela agréable. Quand j'ai fait le mal, j'ai été contraint par la force. J'ai toujours détesté mes oncles et leur conduite. Je n'aime pas la souffrance d'autrui, je n'aime à dépouiller personne. Je méprise l'argent dont on disait un dieu à la Roche-Mauprat. Je sais être sobre et je boirai de l'eau toute ma vie, quoique j'aime le vin s'il fallait, comme mes oncles répandre le sang pour me procurer un bon souper. Cependant, j'ai combattu avec eux. Cependant, j'ai bu avec eux. Pouvais-je faire autrement? Aujourd'hui, que je peux me conduire comme je veux, à qui fais-je du tort? À qui souhaitais-je du mal? Votre abbé qui parle de vertu me prend-il pour un assassin et pour un voleur? Ainsi, avouez-le, Edmé, vous savez bien que je suis honnête. Vous ne me croyez pas méchant, mais je vous déplais parce que je n'ai pas d'esprit, et vous aimez Monsieur de la Marche parce qu'il sait dire des niaiseries dont je rougirais. Et si pour me plaire, dit-elle en souriant, après m'avoir écouté avec beaucoup d'intention et sans retirer sa main que j'avais prise à travers le grillage, si pour être préféré à Monsieur de la Marche, il fallait acquérir de l'esprit, comme vous dites. Ne le feriez-vous pas? J'en sais rien, répondis-je après un instant d'hésitation. Peut-être serais-je assez fou pour cela, car je ne comprends rien au pouvoir que vous avez sur moi. Mais ce serait une grande lâcheté et une grande folie. Pourquoi, Bernard? Parce qu'une femme qui n'aime pas un homme pour son bon cœur, mais pour son bel esprit, ne vaut guère la peine que je ne donnerais. Voilà ce qu'il me semble. Elle garda le silence à son tour et me dit ensuite, en me pressant la main, « Vous avez bien plus de sens et d'esprit qu'on ne croirait. » Et on va s'arrêter là, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette lecture. On se retrouve bientôt pour un nouveau chapitre de Voyage au bout de la nuit. On continuera Mauprat de George Sand. Je vous dis à tout à l'heure, c'était un plaisir de partager ce moment de lecture avec vous. À très bientôt sur D8. Ciao!